ronde. Alors, Marion Leboyer, je suis absolument ravie de vous accueillir, hein. Vous êtes, alors je vais vous présenter, mais il y a beaucoup de choses à dire, hein. Vous êtes responsable du pôle psychiatrie et addictologie des CHU Henri Mondor, directrice du laboratoire de psychiatrie génétique de l'Institut Mondor de recherche biomédicale, qui dépend de l'INSERM. D'ailleurs, vous avez reçu le Grand Prix INSERM en 2021, c'est-à-dire le dernier Grand Prix INSERM. Félicitations. Mais ce n'est pas tout. Vous dirigez la Fondation Fondamentale que vous avez créée et vous êtes l'auteur de nombreux livres. Donc, je vais citer les deux derniers. Vous en avez coécrit un avec deux autres femmes qui s'intitule « Réinventer notre santé avec la Covid-19 » et le précédent dénonçait l'état d'urgence de la psychiatrie. De quelle urgence s'agit-il ? Merci beaucoup pour cette introduction et bonjour à tous. L'urgence, elle est toujours là. Il y a une urgence considérable en ce qui concerne la psychiatrie, la santé mentale, qui aujourd'hui touche une personne sur trois. Donc tout le monde est concerné, à la fois parce qu'on peut être malade et parce qu'on peut avoir des proches qui sont atteints. On est aussi concerné parce que ça touche et ça débute chez les jeunes adultes et c'est des maladies qui vont durer toute la vie. Et on est aussi touché sur le plan économique puisque ces maladies mentales, elles sont associées à un coût économique pour la société très important puisqu'on dépense en France 160 milliards d'euros par an à cause des coûts directs et des coûts indirects. Mais la psychiatrie fait-elle bande à part parce qu'on a l'impression que l'urgence, elle est partout en santé ? Alors l'urgence, elle est partout, c'est vrai, mais aujourd'hui, les maladies mentales, c'est la première cause mondiale de handicap, très largement devant le cancer, devant les maladies neurologiques, devant les maladies cardiovasculaires. Et qui dit première cause de handicap, qui dit des fréquences extrêmement élevées, tout ça étant augmenté par la Covid, qui a considérablement augmenté le poids de ces maladies, dit urgence, ce d'autant que le système de soins n'est pas au meilleur de sa forme. Et c'est pour ça qu'on avait écrit ce premier livre avec Pierre-Michel Llorca pour dénoncer cette urgence qui n'a fait que croître. Alors justement, on va revenir sur l'effet de la Covid après, mais cette urgence, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour essayer d'améliorer déjà rapidement, si possible, aussi vite que possible, la situation ? Est-ce qu'il y a des clés que vous pourriez utiliser ? Alors il y a beaucoup de clés, et il y a beaucoup de choses à faire. C'est bien sûr une question de moyens, mais c'est toujours par ça qu'on commence. C'est-à-dire que les services de psychiatrie ne sont pas suffisamment dotés. En plus, il y a eu une fuite du personnel médical et paramédical dans le contexte post-Covid qui fait qu'il y a vraiment un problème d'attractivité aujourd'hui extrêmement important. Mais ce n'est pas que ça. Le système de santé mentale, le système d'organisation de la psychiatrie, il a besoin d'être rénové, réorganisé en profondeur à plusieurs niveaux. Le premier d'entre eux, c'est qu'il faut arriver à développer et à déployer un système gradué d'accès aux soins, un petit peu comme on le fait dans le cancer, qui est un petit peu notre modèle en termes d'organisation des soins, avec au premier rang ce que nous avons développé à la Fondation Fondamentale, qui sont ces plateformes de soins et de recherche que sont les centres experts, qui offrent des bilans standardisés, spécifiques par pathologie, mais globaux, en prenant en charge la santé globale des patients. Il faut aussi homogénéiser l'accès des soins. En fonction de l'endroit où on habite, on ne va pas avoir le même accès aux soins, le même accès par exemple à des psychologues formés pour des stratégies thérapeutiques spécifiques. Il faut organiser des parcours de soins par pathologie. On a monté à la Fondation avec le soutien de l'État un projet autour du parcours de soins pour les patients bipolaires qui permet de coordonner l'organisation des soins avec des outils digitaux. On aura sûrement l'occasion d'en parler bien sûr, en termes d'outils technologiques, mais aussi avec les nouveaux métiers que sont les case managers, pour arriver à améliorer la coordination de tous les acteurs qui sont nécessaires à la prise en charge des patients. Donc il y a tous ces enjeux d'organisation, de repenser l'organisation des soins, bien sûr au sein du système existant, mais en le rendant plus lisible, plus coordonné, mieux organisé et plus efficace, bien sûr, pour nos patients. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des domaines dans lesquels on pourrait envisager des économies, puisque l'argent manque, mais l'argent ne peut pas arriver non plus en permanence. Absolument, c'est pour ça que l'innovation est tellement importante, parce qu'elle permet des économies et qu'améliorer la prise en charge des patients, c'est bien sûr améliorer leur pronostic, mais c'est bien sûr aussi améliorer et diminuer les coûts. Et par exemple, on en a fait la démonstration au niveau des centres experts, qui sont donc des centres de consultation où on fait des bilans diagnostiques de 2 jours. On rend les résultats de ce qu'on a observé, avec des recommandations thérapeutiques personnalisées aux patients, à ses proches et aux médecins qui nous l'ont adressé. Et on a démontré que 12 mois après un passage sur un centre expert, on diminue de 50% le nombre de journées d'hospitalisation. Il n'y a à peu près aucun système qui diminue ça, ce d'autant qu'on sait que le coût direct par patient pour une pathologie psychiatrique, c'est autour de 80% le coût qui est lié aux hospitalisations. Donc tout ce qui permet de réduire ces hospitalisations
de les rendre plus efficaces. Bien sûr que pour les patients, c'est plus agréable, parce que ça veut dire qu'ils ne font pas de rechute et qu'ils vont mieux, mais pour la société tout entière et pour l'économie en particulier, c'est extrêmement efficace. Et donc nous, on est absolument intimement persuadés que le retour sur investissement des innovations, et ça a été démontré par l'Institut Rand et par la London School of Economics, c'est de tous les domaines médicaux, celui sur lequel le retour sur investissement est le plus important, il est 37%. Il n'y a aucun autre domaine médical où c'est aussi fort. Je voudrais maintenant qu'on parle de l'effet Covid et je voudrais qu'on commence par une note un peu positive finalement. Enfin, moi j'ai eu le sentiment que la Covid, elle avait un petit peu libéré la parole. On avait le droit d'aller mal, on avait le droit de le dire, on avait le droit de pas se sentir bien parce qu'on était enfermés. Est-ce que ça c'est un effet positif? Est-ce que ça a dédramatisé un petit peu cette... Alors c'est indéniablement un effet positif. On n'est jamais tous, nous les psychiatres, autant passés sur les plateaux télé, dans les radios, dans les moins que les journaux. urgentistes et que les infectiologues. Mais on bon. est beaucoup plus que d'habitude. Beaucoup plus que d'habitude. On n'avait jamais été aussi présents. Je ne sais pas si vous avez vu Stromae qui parle de sa dépression sur le journal télévisé. C'était un effet énorme. Ça a clairement libéré la parole. On a l'impression que sur les réseaux sociaux, les jeunes parlent beaucoup plus de leurs idées suicidaires, de leur tristesse, de leur anxiété. Mais il y a des mais. Alors le premier mais, c'est qu'on continue à pas parler de maladie mentale, mais de santé mentale. C'est comme si au lieu de parler de maladie cardiovasculaire, on parlait de santé du cœur. Donc on n'ose pas aborder les choses. C'est pas le vrai mot. Comme on dit longue maladie pour cancer auparavant, pendant très longtemps. Comme on disait, exactement la même chose. Les autres mais, c'est que les fausses représentations qui sont liées aux maladies mentales, dans le Covid, on a continué à les voir et on n'arrive pas à les combattre. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre, mais on n'arrive pas. 2 exemples. Le premier, on en reparlera tout à l'heure, probablement, c'est que dans les suites du Covid, on est à risque de développer des troubles neuropsychiatriques de façon extrêmement importante. Mais le lien entre infection, inflammation et Covid, il n'est pas présent dans la tête de tout le monde. Et du coup, il y a de nouveau un retard au diagnostic, un retard à la prise en charge à cause des fausses représentations qui sont liées à ces maladies. L'autre point, c'est... Ça, on ne peut pas y échapper là. Voilà, le deuxième point. La compétition est rude. Oui, le second point, c'est qu'on a démontré, publié dans le Lancet et dans tous les journaux possibles et imaginables que nos malades, quand ils attrapaient le Covid, ils étaient plus à risque de développer des maladies formes sévères de Covid et d'en mourir 2 fois plus que la population générale. Et pourquoi? On n'en parle pas. Et pourquoi? Alors probablement parce qu'il y a un terrain immuno-inflammatoire particulier, parce que c'est des maladies somatiques et c'est des patients qui ont un terrain immunogénétique qui fait qu'ils ne se défendent pas bien contre les infections. Et la Covid est une des infections, mais c'est quelque chose qui est connu depuis toujours. Et pour autant, les fausses représentations, elles ont la vie dure. C'est-à-dire qu'on continue à penser avec un espèce de rationnel Descartes qu'on nous a appris tout petit à l'école, qu'il y a une différence, il y a une séparation, il y a un clivage entre ce qui est esprit et âme et ce qui est le corps et le somatique. Et c'est pas vrai. On est un seul individu avec... une santé globale qu'il faut prendre en charge globalement, et les retentissements des conséquences du stress ou des infections, elles ont un retentissement sur le fonctionnement du cerveau et on ne peut pas dissocier les deux. Ça veut dire que vous avez des consultations post-Covid un peu spécifiques aujourd'hui? Alors on cherche à en créer aujourd'hui. Enfin, par exemple, nous à Mondor, on suit une cohorte de tous les patients qui ont été hospitalisés pour Covid en médecine ou en réanimation. Moi, on les appelle tous et moi je les ai au téléphone en téléconsultation 1 fois par semaine. Et donc ces chiffres qui sont démontrés au niveau international, on les voit. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a 5 patients, enfin 1 sur 5 va développer dans les 6 mois qui suivent le Covid un trouble neuropsychiatrique, souvent sévère, avec des troubles anxieux, des dépressions, des difficultés de concentration, des difficultés cognitives. Mais ce qui est extrêmement frappant, c'est qu'ils parlent de leur douleur musculaire, ils vont parler de leurs difficultés à respirer, ils ne parlent pas de leur dépression, parce que ça n'a pas de lien. Ouais. Et vous dites Covid, est-ce que c'est Covid ou est-ce que c'est Covid long? Alors le Covid long, ça n'existe plus, c'est-à-dire que maintenant l'OMS nous demande de remplacer ça par les séquelles neuropsychiatriques post-Covid, donc ça a une entité. Mais dans le Covid long, en France, dans ce qu'on considère comme le Covid long, on parle très peu de maladies psychiatriques. Et donc, ces patients, le risque, c'est qu'ils ne soient pas diagnostiqués, qu'ils ne soient pas pris en charge, alors que ça se soigne très bien, et que du coup, ça risque de déclencher des pathologies au long cours qui vont durer, qu'il faut s'installer dans la durée. Il y a un profil spécifique parmi vos patients? Est-ce que, par exemple, les jeunes sont plus à risque de développer ces problèmes? Alors c'est un point extrêmement important et qui, moi, personnellement, m'inquiète beaucoup. C'est sûr qu'on a fait plusieurs sondages avec la Fondation fondamentale et Ipsos. On en a fait un en décembre 2020, on en a fait un autre en septembre 2021, et on s'est aperçu, conformément à tout ce qui est écrit dans la littérature internationale, c'est pas du tout une spécificité française, que les jeunes
avaient été et restent très durablement touchés par ce qui s'est passé. Donc la population générale a vu une augmentation de troubles anxieux, de troubles dépressifs, de troubles du sommeil, d'addiction, mais chez les jeunes, c'était 2 à 4 fois plus important. Pourquoi? Parce que c'est arrivé à un moment clé de leur développement, de leur formation. Ils sont plus fragiles à cette période-là? Tout à fait, et parce qu'ils ont beaucoup souffert de l'isolement social, du fait de ne pas pouvoir voir les étudiants qui travaillent avec eux, de ne pas pouvoir interagir avec leurs enseignants, de vivre dans des conditions de précarité sociale et économique tout à fait importantes, d'être inquiets pour leur futur. Et on voit bien ce qui se repasse maintenant avec la guerre. Je trouve qu'ils sont extrêmement durement frappés, cette génération. Et donc je pense que vraiment ils méritent toute notre attention et le développement de toute une série de stratégies pour qu'on puisse les prendre en charge. Et de fait, c'est ce qu'on a fait avec le soutien de la région Île-de-France à la Fondation Fondamentale, en déployant dès janvier 2021, et on vient d'en redéployer une version modernisée. On a créé une plateforme à leur intention qui s'appelle Écoute étudiants Île-de-France, qui est une plateforme digitale où on leur offre des outils d'autodiagnostic, parce que c'est difficile de savoir quand est-ce qu'il faut consulter, donc un espèce de thermomètre pour mesurer sa santé mentale. On leur offre des ressources en ligne qui sont à la fois des outils d'auto-aide, qui peuvent être comment gérer son stress, comment gérer sa dépression, comment apprendre à mieux dormir, comment apprendre à mieux se concentrer. Et puis s'ils le souhaitent, on les met en contact en direct par la plateforme avec des psychologues spécialisés dans la prise en charge des troubles anxieux ou des troubles dépressifs, qui font partie de l'Association française de thérapie cognitivo-comportementale, et on leur offre gratuitement 4 consultations longues. Et ils y vont parce que j'ai eu le sentiment qu'il y avait quand même pléthore d'offres à une période et qu'on avait le sentiment que les jeunes ne répondaient pas trop. Est-ce que maintenant ils sont plus sensibilisés, ils y vont plus? Ils l'ont utilisé dès le début, dès qu'ils ont su. Le problème, c'est d'arriver à faire passer cette information. Et on voit bien que par école, quand ils le savent, tout d'un coup, ça diffuse dans toute l'école ou dans toute l'université. Je pense que c'est beaucoup plus facile quand on a une première pathologie de prendre... C'est plus facile et c'est plus neutre en fait. Oui. Et c'est plus anonyme de regarder, de s'auto-évaluer, de suivre une vidéo sur telle ou telle stratégie thérapeutique et de prendre un rendez-vous très facilement. Donc ça, c'est vraiment un outil d'amélioration et de facilitation de l'accès aux soins. Le nombre de pages, je ne me souviens plus, mais c'est extraordinaire à quel point c'est consulté, c'est regardé, et à quel point les psychologues sont sollicités pour avoir des rendez-vous de consultation. Et vous dites 4 ou 5 séances, ça veut dire que c'est parce que vous ne pouvez pas en proposer plus, ou qu'il y a des thérapies courtes suffisamment efficaces pour bien les remettre dans le droit chemin en 4 ou 5 séances? Ça coûte très cher, donc oui. Effectivement on a limité le nombre de séances parce qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Mais ce qui fait très plaisir, c'est qu'on voit qu'en une ou deux, la majorité, ils utilisent 1 ou 2 séances, pas plus. Et ça suffit à ce qu'on leur enseigne une stratégie pour aller mieux et qu'ils se sentent maîtres et c'est pour ça que c'est aussi développer la résilience que développer ce type d'outils. Ils sont capables de gérer et on leur apprend à gérer un certain nombre de choses et ça évite l'entrée dans une maladie mentale derrière. Alors Marion, je voudrais maintenant qu'on parle un peu des nouvelles recherches et découvertes en matière de maladies mentales. On se pose tous beaucoup de questions. Par exemple, quelle est la part de la génétique dans les grandes pathologies mentales dont on parle le plus souvent, la schizophrénie, des maladies aussi graves que celle-là? Alors ça aussi, ça fait partie des fausses représentations, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que les maladies psychiatriques ont un terrain génétique qui est quasiment plus important que le cancer du sein ou le diabète, par exemple, pour lequel tout le monde sait qu'il y a des marqueurs génétiques. La grande spécificité, la grande difficulté du terrain génétique des maladies mentales, c'est qu'il est très complexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variants rares, il n'y a pas de mutations rares, très peu. C'est surtout un terrain polygénique qui est fait de multiples facteurs de risque génétiques et c'est pour ça que c'est tellement compliqué d'arriver à le décrire. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que non seulement il y a des facteurs de vulnérabilité génétique qui font qu'on est prédisposé à développer des maladies mentales, mais cette prédisposition, elle va surtout s'exprimer quand on est exposé à des facteurs de risque environnementaux. C'est-à-dire qu'il y a le terrain. Exactement. Et l'environnement après. Voilà. Et ce terrain, exactement. Et ce terrain génétique, il fait qu'on est plus ou moins capable de faire face à des facteurs de risque environnementaux qui peuvent être le stress, qui peuvent être des infections précoces, qui peuvent être l'effet de la pollution, qui peuvent être l'effet de la migration, qui peuvent être l'effet d'une mauvaise hygiène de vie. Et tous ces facteurs-là, on sait qu'ils sont plus fréquents chez nos patients et qu'ils n'ont pas l'équipement génétique qui leur permet de répondre à ça. Et ce qu'on a aussi découvert, et c'est vraiment un des sujets de recherche sur lesquels on travaille beaucoup dans mon laboratoire depuis des années maintenant, c'est ce qu'on appelle l'immunopsychiatrie, c'est-à-dire qu'on sait que l'interaction entre ce terrain immunogénétique et des facteurs de risque environnementaux, il va déclencher, comme pour les maladies rhumatismales ou pour des maladies métaboliques, il va déclencher une inflammation dite de bas niveau, donc c'est une inflammation pas très importante, mais qui a des conséquences et qui se mesure au niveau sanguin, au niveau cérébral et au niveau de l'intestin.
Ça veut dire qu'on pourrait, comme on fait par exemple pour le cancer du sein, on recherche le fameux gène BRCA, on pourrait chez des jeunes dont les parents ont souffert de ce type de pathologie, voir s'ils sont plus à risque que d'autres et envisager une prévention? Probablement pas, parce que la différence, c'est qu'on sait que dans le cancer du sein, il y a 1 ou 2 gènes. Dans les maladies mentales, il y en a beaucoup. C'est ce qu'on appelle ce terrain, cette composante polygénique. Alors peut-être qu'un jour, on sera capable de faire une cartographie et de dire aux gens, voilà, vous êtes peut-être à risque d'eux, mais on le sait déjà s'ils ont des apparentés de premier degré qui sont malades d'ailleurs. Donc cliniquement... La proportion par exemple, hein, juste un chiffre, si vous avez un parent ou 2 parents, vous pouvez nous donner à peu près l'estimation du risque? C'est très variable d'une pathologie à l'autre. Oui. Et je crois qu'il ne faut pas se figer sur des rendez-vous. Il faut savoir, sur des chiffres, il faut savoir que on est à risque quand on a des parents ou des apparentés de premier degré qui sont atteints. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut du coup être faire extrêmement attention aux facteurs de risque environnementaux. Changer son terrain génétique, on ne sait pas faire. Par contre, prendre soin de son environnement, de ses facteurs de vulnérabilité et les modifier... En conseil pratique, par exemple, par exemple, on sait faire attention à son cœur et à sa santé cardiovasculaire, on sait que, et en fait c'est les mêmes. Prendre soin de son cœur, c'est aussi prendre soin de son cerveau, et ça on ne le sait pas suffisamment. Donc aujourd'hui, le style de vie, l'hygiène de vie est extrêmement importante, on le sait. La sédentarité par exemple, le tabagisme. Absolument, mais aussi faire du sport régulièrement, manger correctement, dormir à heure régulière, tout ça c'est des choses extrêmement importantes et qui devraient faire partie des éléments de résilience pour faire face à toute une série de choses et qui, quand on est à risque de développer des maladies mentales, il faut faire extrêmement attention. Mais c'est aussi la prise de cannabis, par exemple. On sait que... Alors justement, le cannabis, oui. Le cannabis, par exemple, on sait qu'un consommateur de cannabis, il a une augmentation de risque de développer une schizophrénie ou un trouble bipolaire multiplié par 2,5. C'est énorme. Ce qui veut dire que les enfants à risque devraient surtout jamais toucher au cannabis. Absolument. Ouais, mais ça, c'est des messages que pour l'instant, on ne fait pas passer. Absolument. Et c'est vraiment très, très grave parce que nous, on voit énormément de jeunes qui ont démarré le cannabis et qui ont déclenché derrière, probablement parce qu'ils ont un équipement génétique qui déclenche toute une série de catastrophes biologiques. Mais c'est pas suffisamment connu et c'est pas suffisamment dit. En revanche, vous avez travaillé sur quelque chose qui est assez connu maintenant, c'est la pollution. C'est assez difficile à éviter, mais il y a vraiment un effet direct de la pollution sur les maladies psychiatriques. Ça fait vraiment partie des sujets de recherche extrêmement importants. Donc on a découvert ça quand on s'est aperçu, en faisant partie d'une énorme étude européenne sur les facteurs de risque environnementaux, où on a systématiquement comparé les facteurs de risque environnementaux dans les villes et dans les campagnes. Et on s'est aperçu qu'il y avait 2 fois plus de personnes atteintes de schizophrénie dans les villes que dans les campagnes. Après, qu'est-ce que ça veut dire dans les villes? Il y a énormément de facteurs qui sont associés au déclenchement de ces pathologies. Et là, on est en train de démarrer toute une série de recherches avec Franck Churoff sur l'identification des polluants de façon très précise et leur impact sur le développement, à la fois dans le cadre de modèles animaux et chez l'homme, à la fois en étudiant des cartes d'exposomes, puisqu'en fait, on sait reconstituer à quels polluants les personnes ont été exposées dans leur vie à partir de 1990, parce que les géographes ont fait des cartes extrêmement précises en fonction de l'endroit où on habite, à quels polluants on a été exposé. Donc on peut retracer la carte d'exposition et voir s'il y a une augmentation du risque à cause de cette carte. Et on peut mesurer de façon prospective, de nouveau aussi avec des startups, l'exposition à un certain nombre de polluants et faire le lien entre par exemple des rechutes de schizophrénie ou de troubles bipolaires et des pics de pollution. Alors vous parlez de pollution en général, est-ce qu'il y a aussi des travaux sur les perturbateurs endocriniens dont on parle énormément? Alors on en parle énormément, je ne suis pas sûre qu'il y a des données encore extrêmement fiables et extrêmement précises, et donc il ne faut pas se terroriser sans qu'il y ait de données pour le moment très, très précises. Alors, comme vous le savez, nous sommes à Made in Tech, donc nous allons parler tech maintenant. Formidable. L'apport de la tech dans votre spécialité en psychiatrie, c'est très important? C'est extrêmement important. Moi, je suis absolument convaincue que le changement de pronostic de nos patients, l'amélioration des prises en charge, elle viendra de l'innovation. Elle viendra des changements des outils, de toute une série d'innovations dont nous avons besoin. Je vous le disais tout à l'heure, retour sur investissement le plus élevé de toutes les pathologies, 37%, c'est absolument considérable. Donc quand on parle innovation, on a tendance à parler industrie pharmaceutique. Il faut savoir que l'industrie pharmaceutique, elle s'est totalement retirée du développement de nouveaux médicaments en psychiatrie. Mais par contre, le monde des startups a explosé avec toute une série d'outils dont nous avons besoin. Bien sûr, le digital qui a explosé pendant la période de Covid. Alors, des exemples à chaque fois, pour bien comprendre. Premier exemple, ça fait des années qu'on réclamait de faire des téléconsultations. En quasiment une semaine, en mars 2020, ça s'est installé. Ensuite, on a développé des outils digitaux de suivi de nos patients. Avec son smartphone, on peut suivre
et avoir des évaluations extrêmement précises. Avant, on va dire, on allait chez le psychiatre et on demandait à nos patients comment vous avez dormi la semaine dernière. Aujourd'hui, s'ils ont les applications, ils peuvent nous dire voilà comment j'ai dormi, voilà le nombre de pas que j'ai fait, voilà mon niveau de stress. Donc tous les outils de suivi qui sont extrêmement importants et qu'on utilise par exemple dans ce projet qui s'appelle Parcours bipolaire. Ensuite, ça a permis d'améliorer l'accès à des stratégies de psychothérapie auxquelles tout le monde n'a pas accès. Et on sait aujourd'hui que, par exemple, les thérapies cognitivo-comportementales, elles sont extrêmement efficaces par des plateformes digitales. Pareil pour ce qui s'appelle la remédiation cognitive, où on peut donner accès aux patients à des exercices qui permettent d'améliorer leur mémoire, leur cognition. Donc ça, c'est pour tout ce qui est digital. Ensuite, il y a tout le domaine des biomarqueurs. Alors, on va rester sur le digital une seconde avant les biomarqueurs. La téléconsultation, est-ce qu'on peut ressentir la même empathie du thérapeute quand on est en téléconsultation que quand on est en face à face? Je pense que d'abord, ça a permis que pendant le confinement, on n'abandonne pas nos patients, donc ça a été d'une utilité formidable. Ensuite, ça a permis que pendant des périodes où ils étaient encore exposés, ils étaient encore à risque, on ne les expose pas. 6 fois plus de risque d'attraper le Covid, 2 fois plus de risque d'en mourir. Donc je pense que téléconsultation, c'est un vrai plus. Ensuite, on entend quand même parler des enjeux climatiques et de transport. Je pense que là aussi, c'est peut-être pas la peine que les gens fassent des kilomètres. Moi, je vous parle d'empathie, vous me répondez pas. Là. Non, mais je crois que c'est quelque chose, ça dépend des patients. Il y a des patients qui adorent la téléconsultation, il y en a d'autres qui détestent. Pareil pour les médecins. Et je pense qu'un mix des deux, c'est extrêmement efficace, mais ça marche très très bien. Mais de temps en temps, vous dites quand même, aujourd'hui, on peut de nouveau se promener librement, vous dites quand même à un patient, vous maintenant, il faut que je vous voie pour de vrai. En fait, les patients, ils demandent. Hein, ils ont très envie de revenir nous voir en présentiel. Mais en même temps, le mélange des deux et faire une fois sur 2 ou une fois sur 3, je pense que ça facilite considérablement le suivi. Ouais. Parlons maintenant, donc je vous ai interrompu, pardon, des biomarqueurs. Donc, alors les biomarqueurs, qu'est-ce que c'est? Marqueurs biologiques qui peuvent être des marqueurs, par exemple, il y a de tout ce qui est flore intestinale, des marqueurs de l'inflammation, des marqueurs génétiques dont on parlait tout à l'heure, des marqueurs d'imagerie cérébrale, des marqueurs d'électrophysiologie. Dans tous ces domaines, il y a des startups qui développent des choses extrêmement innovantes dont on va avoir très besoin. Il y a aussi tout le domaine de l'algorithme, parce qu'il faut bien savoir aussi qu'aujourd'hui, on est très peu capable de prédire, par exemple, la trajectoire d'évolution d'un patient. On est très peu capable de savoir quels sont les facteurs qui vont les modifier. Et toute l'intelligence artificielle va nous permettre d'agréger des données de différents domaines, tous les domaines des biomarqueurs qu'on vient de citer, avec énormément de données cliniques. Donc on a vraiment besoin de l'intelligence artificielle et de la médecine d'algorithmes pour développer la médecine de précision. Aujourd'hui, un des grands freins du développement de la psychiatrie, c'est qu'on parle de la dépression comme si c'était une maladie ou de la schizophrénie. En fait, on sait parfaitement que c'est des maladies plurielles, c'est des maladies hétérogènes. Et on va avoir besoin de tous ces outils, de la technique, la techno, pour démembrer l'hétérogénéité de ces pathologies. Et puis le dernier grand domaine, pardon. Le dernier grand domaine, c'est bien sûr l'innovation thérapeutique. Et donc, il y a un développement considérable aujourd'hui de la stimulation cérébrale. Et donc, ça, c'est aussi le domaine de la techno, mais aussi des probiotiques. On est très en demande de ce type de stratégie qui vont probablement compléter l'offre de soins actuelle et permettre de prendre en charge de façon bien plus efficace des patients qui ont des pathologies résistantes et qui ne répondent pas au traitement Alors vous avez beaucoup dit on va avoir besoin. Qu'est-ce que vous avez déjà? Qu'est-ce que les startups et qu'est-ce que l'intelligence artificielle apportent aujourd'hui dans votre spécialité? Alors aujourd'hui, on a besoin d'un coup de projecteur pour que les startups qui ont déjà développé des innovations, mais pour d'autres domaines, les développent aussi en psychiatrie. Et ce coup de projecteur, j'espère que cet endroit va le donner aux startups parce que ils n'ont pas la représentation du fait que les maladies mentales, et nous les psychiatres, on a besoin de ces innovations pour les apporter, pour d'abord les valider en psychiatrie et les apporter à nos patients. C'est pas quelque chose qui est encore très présent. Et on a fait l'an dernier, ou il y a 2 ans maintenant, avec la Fondation fondamentale et la région Île-de-France, une grande réunion qui s'appelait Psytech, j'espère qu'on va pouvoir refaire, où un certain nombre de startups sont venus exposer les outils qu'ils avaient déjà à disposition dans le domaine du digital ou dans le domaine de l'électrophysiologie, par exemple. Mais on a besoin de beaucoup d'autres marqueurs qui sont encore, ou d'outils qui sont déployés dans la majorité des maladies et assez peu ou trop peu en psychiatrie. Est-ce qu'il y a des pays qui font mieux en la matière? Est-ce qu'en France, on a des freins difficiles à lever? Alors les États-Unis sont bien sûr les champions du monde et ça s'est développé de façon considérable, surtout dans le domaine du digital et assez récemment. L'Australie fait pas mal aussi, Israël bien sûr fait très bien aussi. Mais je pense que la France a tout ce qu'il faut pour faire très très bien, voire mieux, en soutenant d'abord les financements, parce qu'il faut des financements dédiés
pour que les startups viennent voir les académiques et qu'on puisse valider ensemble un certain nombre d'outils. Il ne s'agit pas de mettre sur le marché des outils qui soient diagnostiques ou thérapeutiques sans en avoir vérifié l'efficacité. Ça, c'est pas quelque chose qui est fait. Et là non plus, il n'y a pas suffisamment d'appels d'offres pour pouvoir le faire. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de monter à la Fondation Fondamentale avec une équipe dédiée qui est là pour s'occuper du montage des projets, pour trouver des financements et pouvoir du coup améliorer le deal flow, j'ai appris des nouveaux mots il n'y a pas très longtemps, pour qu'il y ait de plus en plus de startups qui soient là et qui soient au service de nos patients. La première mesure que devrait prendre dans ce domaine le prochain ministre de la Santé, ça serait quoi pour vous ? De soutenir le développement, de soutenir et d'augmenter les budgets de la recherche en psychiatrie. Les budgets de la recherche en psychiatrie, je rappelle, c'est 2 à 4% du budget de la recherche biomédicale, alors que la psychiatrie coûte 20% du budget de la santé. Donc il y a un déséquilibre qui est absolument criant. Je crois aussi que l'innovation, elle a un autre impact, outre l'apport d'outils, c'est qu'elle va changer le regard. Elle va changer le regard des patients, elle va changer le regard de leurs proches, elle va changer le regard de la société d'une façon générale, parce que et du coup, elle va avoir un impact social et sociétal considérable. Est-ce qu'on peut peut-être passer à quelques questions, parce que je pense que c'est passionnant, mais vous avez peut-être des questions à poser au professeur Le Boyer ? Non ? Pas pour l'instant. Moi, il y a un sujet que vous avez abordé rapidement tout à l'heure qui m'intéresse, c'est l'histoire du microbiote. Est-ce que vraiment il est prouvé maintenant, parce qu'on en a parlé hier dans la table ronde nutrition, qu'il y a des liens entre microbiote et maladies psychiatriques ? Donc c'est clairement un sujet de recherche, mais il y a des équipes extrêmement actives sur le domaine, en France en particulier. On travaille beaucoup avec Joël Doré à l'INRAE sur ce sujet. Il y a énormément d'études précliniques, c'est-à-dire il y a des modèles animaux qui permettent de tester l'impact de la modification de la flore intestinale et des conséquences que ça peut avoir sur le comportement. Et ces modèles animaux permettent aussi de tester l'impact de solutions microbiothérapiques et qui, moi je pense que c'est encore de la recherche, mais c'est un espoir extrêmement fort, pas du tout comme stratégie thérapeutique unique, mais probablement comme complément, parce qu'on va modifier l'hôte et donc on va modifier les conditions dans lesquelles des stratégies thérapeutiques classiques peuvent être efficaces. Il faut arrêter de penser clivé. Les stratégies thérapeutiques en psychiatrie, c'est pas un médicament et point. C'est un médicament psychotrope, bien choisi et avec le moins possible d'effets secondaires. C'est la bonne psychothérapie au bon moment, c'est les règles d'hygiène de vie. Et puis peut-être que ça sera aussi comment est-ce que je modifie mon alimentation, comment je modifie mon microbiote. Et pour ça, on a développé avec Joël Doré, on est en train de le développer avec Joël Doré, avec une start-up qui est, par exemple, pour parler de start-up dirigée par Pierre-Yves Mousset, toute une série de solutions qui associent plusieurs composés. Donc ça va modifier la façon de penser, la façon de traiter et arrêter de penser en silo. On pense beaucoup trop en silo. On pense psychiatre versus psychothérapeute. Pas du tout. Tout ça doit être intégré. On est un seul individu, on a une santé globale. Et cette santé globale, elle a aussi des répercussions sur sa santé mentale. Alors justement, il y a un grand mot, c'est le mot prévention. En France, on le prononce souvent, mais on n'agit pas beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il y a de grandes campagnes de prévention qui pourraient être menées ? Et si oui, quelles sont les priorités ? Quand on pense prévention, moi je pense prévention secondaire. Il y a plusieurs types de prévention. Il y a la prévention primaire qui consiste à dépister les gens qui ne sont pas encore malades. Il y a la prévention secondaire. À modifier leur mode de vie. Absolument. Il y a la prévention secondaire qui consiste à, dès que les gens sont malades, les prendre en charge très rapidement. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire correctement la prévention secondaire. Il y a encore 10 ans de retard entre un premier épisode dépressif, un premier épisode maniaque et la mise en place de stratégies thérapeutiques d'un trouble bipolaire. 10 ans, c'est énorme. Donc commençons par faire de la prévention secondaire, commençons par déstigmatiser ces pathologies. C'est très bien qu'on puisse en parler aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas assez. C'est encore des pathologies qui sont mal connues et qui font peur. Ça, c'est le premier temps de la réduction de ce temps. Ensuite, il faut qu'on accepte de faire des bilans complets pour avoir une photographie justement complète d'un patient à un temps donné pour déployer ces stratégies thérapeutiques qui doivent être à la fois globales et personnalisées. Ça, c'est de la prévention dont on a besoin ici et maintenant. La prévention primaire, on peut la faire tous. On sait tous qu'il faut prendre soin de sa santé, manger correctement, dormir correctement et faire du sport. Et ça, c'est bon pour son cœur et c'est bon pour sa tête. Toujours pas de questions ? Non. Au niveau de l'imagerie cérébrale, est-ce qu'on peut voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant dans le cerveau des personnes qui ont des maladies psychiatriques ? On peut alors les progrès de l'imagerie cérébrale sont tout à fait considérables et donc dans mon laboratoire avec Jocelyn Ouenou au CEA à Neurospin, on fait énormément de recherches dans ce domaine.
Les grandes découvertes, en fait, elles viennent, pour faire simple, du fait qu'on a montré qu'il y a des anomalies de connectivité entre les régions. Et ces anomalies de connectivité qui sous-tendent tout. Ça veut dire quoi en termes grand public? En fait, les régions sont connectées par des neurones et des systèmes, des faisceaux de neurones qui lient un certain nombre de régions. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a des anomalies, soit de diminution de la connectivité, soit d'augmentation. Et ce qu'on a montré, c'est que quand on fait de la stimulation cérébrale, on peut modifier, en s'appuyant sur ces données de l'imagerie cérébrale, on est extrêmement efficace dans le traitement de pathologies résistantes. Et donc c'est le lien entre ces données d'imagerie cérébrale qui permettent d'améliorer la compréhension de ce qui se passe au niveau cérébral, probablement d'ailleurs sous-tendu par des anomalies de l'inflammation. C'est quelque chose qu'on commence à découvrir. C'est-à-dire que quand on a des marqueurs de l'inflammation, on a aussi des anomalies de cette connectivité. Et ces stratégies thérapeutiques, elles commencent à être beaucoup plus ciblées, beaucoup plus précises, en s'aidant des données de l'imagerie cérébrale. Ça, c'est un progrès considérable, pour les pathologies résistantes en particulier. Alors l'imagerie, elle permet aussi une technique qui est encore à la recherche, c'est l'électrostimulation profonde. Donc dans certaines pathologies, j'ai vu sur les TOC par exemple, ou des dépressions très graves, on envisage maintenant des électrodes dans le cerveau des patients. Expliquez-nous ça, parce que c'est vraiment... En fait, il y a deux types de stimulation. Il y a la stimulation cérébrale profonde qu'on utilise pour les patients qui ont des pathologies extrêmement résistantes. C'est des travaux qui ont été déployés par Luc Mallet à la Salpêtrière et qui sont maintenant faits à Mont-d'Or avec le professeur Stéphane Palfi, mais pour des patients qui ont des formes très très résistantes de TOC ou de dépression résistante. Et dans les formes également résistantes de dépression ou de TOC, c'est ce dont je vous parlais à l'instant, c'est tout ce qui est la stimulation cérébrale transcrânienne. Externe, qui est un des outils, là aussi développé par toute une série de start-up qui permettent de mettre à disposition des patients, y compris à domicile, ce type de stratégie, et qui vont se développer et qui sont une des voies d'innovation et d'espoir pour la prise en charge de patients qui ne répondent pas aux traitements classiques, antidépresseurs ou autres, ou des hallucinations résistantes dans la schizophrénie. Il y a énormément d'études qui montrent l'efficacité de ces dispositifs. Une dernière question concernant les traitements médicamenteux. Vous dites que l'industrie s'est désinvestie. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir de nouveaux traitements à court ou moyen terme? L'industrie s'est désinvestie pour toute une série de raisons qui tiennent au prix de remboursement des médicaments, à la lourdeur et au coût et au manque de financement des innovations, qui tiennent aussi au fait qu'on n'a pas suffisamment de marqueurs de l'efficacité de ces stratégies thérapeutiques qui restent encore très basées sur la clinique et pas assez sur la biologie. Et moi, je pense très profondément qu'un des freins à l'innovation, c'est notre difficulté, et c'est ça l'avenir de la psychiatrie, c'est la médecine de précision. On ne peut pas continuer à développer des médicaments qui vont soigner toutes les dépressions, alors qu'on sait qu'il y a énormément de formes cliniques différentes. Comme on a fait pour le cancer, il y avait un cancer, il y a 1000 cancers. Exactement la même chose, à la fois pour l'organisation des soins, mais aussi pour la recherche. On a besoin de développer en psychiatrie la médecine de précision en psychiatrie, c'est-à-dire d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition, de la clinique à l'imagerie cérébrale en passant par l'intelligence artificielle, pour identifier soit des dimensions cliniques nouvelles qui sont communes à différentes pathologies psychiatriques et sur lesquelles on va pouvoir axer les stratégies thérapeutiques, soit des formes cliniques homogènes. Par exemple, avec Laurent Groc à Bordeaux, on a découvert les psychoses auto-immunes, qui sont des pathologies qu'on observe soit dans les troubles bipolaires, soit dans la schizophrénie, donc pas du tout de façon spécifique avec la catégorisation clinique qu'on a en tête habituellement, et qui sont définies par la présence d'auto-anticorps dirigés contre des récepteurs cérébraux, dont c'est là aussi une innovation où on a besoin de développer des plateformes qui vont permettre de dépister ces auto-anticorps qui sont présents chez 20% des patients. Donc c'est considérable et ça se traite par des stratégies immunomodulatrices. Donc c'est un premier exemple très concret de l'espoir que nous avons dans la médecine de précision en psychiatrie. Une dernière question? Non? Marion, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci.